Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos podcasts. Cette fois, on va s'attaquer à des reviews. Alors, si vous nous avez suivis avant dans nos précédents podcasts, on n'avait qu'un seul podcast, nos podcasts à nous, dans lequel nous retrouvions nos reviews comics, mais aussi les débats. Pour cette année 2020, on a décidé de révolutionner un peu tout ça et de séparer, waouh, grosse révolution, nos podcasts en deux parties avec une première partie sur les reviews comics et une deuxième partie sur les débats qui feront partie d'une nouvelle rubrique qu'on appellera les Bad Talk, mais ça ce sera pour un nouveau podcast. Pour débuter cette première version, cette première édition de ce podcast version review, j'ai avec moi Peli. Oui, je suis là. Peli est là. Ouh, on a failli perdre Peli. Déjà dès le premier numéro. Et j'ai aussi un autre rédacteur pour le site Batman Legend qui est Siegfried. Salut Bonsoir Siegfried. à tous. Ça va? Ça va très bien. On est prêt à en Ouais. découdre. Oh bah Prêt oui, c'est parti. Prends un décours, allez c'est parti. Du coup, forcément, vous allez voir que sur ces parties review, on sera la majorité du temps essentiellement l'équipe de Batman Legend et on accueillera des invités dans nos parties sur les débats, nos Bad Talk. Alors moi, ma question, c'est est-ce que ces nouveaux podcasts, ce reboot fait partie de la continuité générale des podcasts? Comment dire? C'est un soft relaunch C'est tellement bien dit. de Batman Legend. Donc on est dans la continuité puisque c'est les mêmes équipes. On n'a Mais pas changé les personnages, on il n'y a n'a pas eu de pas crisis, changé. rien. Exactement, il n'y a pas de crisis, rien de tout ça. Mais effectivement, ça va nous permettre de faire des petits podcasts un peu plus dynamiques dans sa conception, c'est-à-dire que ça sera peut-être un peu moins long, même beaucoup moins long à chaque fois, Plus mais digeste. un peu plus digeste et surtout un peu plus régulier, puisque plus régulier dans le sens où ça sera à intervalles moins long entre chaque podcast, puisque vous aurez nos podcasts sur les reviews et puis à peu près toutes les 2 semaines un podcast avec un coup les reviews, un coup les bad talk, et ce qui nous permettra comme ça d'être présent un peu plus souvent avec vous. Et voilà, mais un peu moins longtemps à chaque fois. C'est la contrepartie. Mais voilà, ça fait plaisir un petit peu de changer cette formule parce que bon, l'autre formule on l'avait un peu usée jusqu'à la moelle. Et puis c'est vrai que ça faisait peut-être un petit peu long. Je sais qu'il y en a qui vont se plaindre parce que j'ai eu des retours comme quoi déjà les anciennes formules étaient un peu trop courtes à leur goût. Je suis désolé les gars. Là ça va être encore plus court, mais il y en aura 2 dans le mois et pas qu'un seul. Donc voilà. Sur ce, je pense qu'on va enchaîner rapidement sur la partie, sur notre partie review. Et sur la première review, j'aimerais parler de la série Batman Détective, le tome 2 qui est sorti là le mois dernier. Donc on enregistre ce podcast en février 2020. Donc on va parler des lectures du mois de janvier sorties chez Urban Comics. Peli, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Batman Détective tome 2? Oui, du coup, le titre Batman Detective, donc c'est l'équivalent en US de Detective Comics, qui a été repris depuis le numéro 1000, il me semble, par Peter Tomasi. Exactement. Et franchement, déjà le premier tome qui était sorti il y a quelques temps, j'avais pas forcément aimé. Je trouvais Ah ouais, ça t'avais pas aimé? non, je trouvais ça un peu mou par rapport à ce que la série Detective Comics nous proposait au tout début de Rebirth. C'était l'une même de mes séries préférées. Donc, je me suis dit, on va attendre. On va attendre un peu, et puis surtout là, on a passé un cap, vu qu'on a passé le cap du 1000e numéro sur Detective Comics, donc ça en fait l'un des comics les plus longs en termes de numérotation, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc pour le coup, je me suis dit, ok, le premier tome n'a pas été forcément à la hauteur de mes attentes, mais le deuxième tome, surtout avec la cover, où on voit un espèce de Batman un peu robotique façon Chevalier d'Arkham, Alors, c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle.
Exactement. Et le Mais il est cliffhanger. carrément pompé sur le C'est design ça. du Chevalier d'Arkham du jeu Batman Arkham Knight. C'est ça. Donc, Donc, bon, c'est pas un spoil puisque de toute façon il est non. en cover de. Exactement. Oui. Et du coup, même le cliffhanger du Detective Comics 1000 m'avait donné envie de lire la suite. Et pour le coup, je dois dire que j'ai été assez déçu parce que au final, c'est en dessous de mes attentes. Moi, quand je vois le Chevalier d'Arkham, pour moi, c'est quelque chose de badass, ça doit taper dans tous les sens, et surtout que la série Detective Comics allait dans ce sens depuis le début. Et au final, bah là, on se retrouve avec un récit qui commence plutôt bien, vu que ça va très rapidement, mais au final, on a l'impression que Tomasi a du mal il nous fait un peu une Snyder, il a du mal à finir son récit. Il le termine beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que je pense que cet arc de Detective Comics aurait peut-être valu 1 ou 2 issues en plus, pour peut-être approfondir peut-être le personnage du Chevalier d'Arkham. Juste avant, je vais quand même. Pas. Non, pas de spoil, bien sûr. Je vais juste revenir sur le synopsis. Donc on retrouve Batman qui donc a passé des tests dans son simulateur. Ça, c'était dans le premier tome. D'ailleurs, on a dit une petite bêtise au départ. Tomasi a récupéré exactement avant le numéro 1000. C'est oui, 993 ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. C'est l'équivalent du premier tome, du coup. Ouais. Exactement. Donc du coup, Bruce Wayne reprend son rôle de Batman, sauf qu'il va être confronté à un nouvel ennemi qui se fait appeler le Chevalier d'Arkham, donc Arkham Knight dans la version anglaise. Et du coup, l'Arkham Knight, le Chevalier d'Arkham, il va tenter de créer une véritable guerre dans Gotham. Et donc voilà, c'est le synopsis de base qui semble alléchant, mais au final, moi j'ai été pas mal déçu par le scénario. Au niveau des dessins, c'est pas inintéressant, même si bon, on a connu mieux sur le titre. La colorisation est plutôt sympa, pour un thème assez sombre, la colorisation reste sympa. Je suis déçu de la série pour l'instant et j'espère que ça va très très vite remonter sur le tome 3. Ok, c'est aussi ton avis, Siegfried, sur ce tome 2 de Batman Detective ? Oui, tout à fait. Le personnage, l'antagoniste, a un background qui est assez expédié et vraiment regrettable. Enfin, on a l'impression qu'on nous balance un personnage qui fait un peu Villain of the Bones. Enfin, c'est vraiment une espèce de filler où il fallait un petit méchant qu'on sort un peu de derrière les fagots pour un certain nombre d'épisodes. Le personnage n'a pas de vraie motivation. On comprend même pas pourquoi il y a des gens qui le suivent alors qu'il n'est pas du tout intéressant. Et on l'imagine pas revenir parce que il sert un peu à rien. En fait, c'est d'autant plus décevant que j'avais vraiment énormément aimé le numéro 999 de Tomasi par les mêmes artistes, Tomasi et Manke, qui était un vrai Batman testamentaire. Alors non, c'est pas Manke sur le deuxième tome, c'est pas Manke qui dessine. Ils ont changé de dessinateur, mais c'est Tomasi au scénario. Enfin, c'était un vrai Batman testamentaire qui rappelait vraiment les grands derniers épisodes de Snyder ou Starlin ou Morrison, par exemple. Il y avait une vraie méditation sur qui est Batman et qu'est-ce qu'il représente. Alors que là, c'est vraiment, enfin, pour un truc qui est supposé, c'est quand même, on parle comme du numéro 1001, c'est comme quelque chose d'assez fort de redémarrer après le 1000. C'est extrêmement faible. Tu dois taper fort. Tu dois taper très fort. Ils auraient mieux fait de commencer avec un vrai run qui, là, commence vraiment en demi-teinte. Ce que j'ai vraiment aimé, par contre, c'est la relation entre Batman et Damian, qui, elle, est vraiment plutôt sympa. Elle est assez dynamique, elle est assez fraîche. Enfin, on est loin du Batman corrompu, sombre, perverti de King. Et quelque part, je peux comprendre qu'on préfère cette version-là à celle de King, parce que c'est vrai qu'on a un Batman qui est beaucoup plus classique. C'est vraiment il va aller taper du méchant, mais globalement, c'est plat, et pour du 1001, c'est vraiment très décevant. À mon avis. Tout à fait. Pour être complet, c'est pas Doug Mank, mais ou Manke, pardon, mais Brad Walker qui surjoue le dessin. Mais effectivement, alors après moi j'ai une question parce que c'est vrai qu'on voit le Chevalier d'Arkham, on pense de suite aux jeux vidéo Batman Arkham de Rocksteady. Bon, il n'y a pas vraiment de spoil puisque de toute façon ça avait déjà été teasé par DC Comics eux-mêmes. On sait que c'est pas la même identité derrière le masque. C'était Jason Todd dans le jeu vidéo. Ici, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes déçus, alors sans dévoiler l'identité, parce que sinon ça quand même gâcherait à ceux qui ont envie de lire ce récit, ça gâcherait un petit peu le plaisir de la lecture. Mais vous êtes déçus par le fait d'avoir changé l'identité du Chevalier d'Arkham et surtout par le choix qui a été fait
Sans dévoiler, ça va être dur de répondre avec précision, mais juste votre ressenti par rapport à ça, vous avez été déçu par la personne qui se cache derrière le masque? Bah, comme disait Siegfried, là où j'ai été déçu personnellement, c'est le manque de background derrière le personnage. Ouais. C'est une idée intéressante à la base, hein. Disons qu'il il développe Il le développe vraiment pas assez. vraiment sur une issue, quoi, je crois. C'est Voilà, tout. Ouais. le personnage, on l'oublie aussi vite qu'il est arrivé. Franchement, on l'oublie aussi vite qu'il est arrivé. Il est pas, comment dire, il s'impose pas. C'est dommage parce que tu rajoutes peut-être un peu plus de background, tu le fais arriver peut-être un peu plus dans les tomes précédents. Peut-être que là, ça peut être quelque chose de bien, mais malheureusement, c'est pas creusé. Mais l'idée est bonne de base. L'idée est bonne. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas être déçu sur qui est le Chevalier d'Arkham parce que ils ne font pas la même chose que dans les jeux vidéo par exemple ou avec un Hush. C'est pas une surprise avec un personnage qu'en fait on connaît depuis le début et qui là revient sous une nouvelle identité et qui nous surprend. Là, enfin, il faut vraiment s'attendre à vraiment venir sans a priori, sans se demander qui est ce personnage, essayer d'apprécier le personnage tel qu'il arrive. Mais donc, je suis pas du tout contre l'idée de ce personnage-là. Simplement, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est un personnage qui n'a pas de motivation. Il a un background qui est présenté de façon ouais. pas inintéressante en quelques planches, Non, mais non. qui donne lieu à un taré de plus qui n'a aucune motivation et qui ne sert absolument à rien, alors qu'avec une idée pareille, avec une identité pareille, vraiment de quoi faire quelque chose d'important. Et là, on voit bien que pour Tomasi lui-même, c'était un petit truc qui n'aurait pas dû avoir sa place dans un numéro 1001. Ok, peut-être fait même pas 4 pages, quoi. L'origine story fait même pas 4 pages. Allez, 5 ou 6 à tout casser. Ouais, il développe un petit peu, mais c'est vrai que c'est très très léger. Et puis voilà. Bon, je vais pas en dire plus pour essayer de pas spoiler, mais effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu léger en termes d'origine story. Et puis voilà. Bon, moi, pour ma part, j'ai été déçu aussi de ce deuxième tome. Le premier tome, je l'avais trouvé pas trop mal, moi, par contre. Mais de ce deuxième tome est assez décevant aussi. On va enchaîner avec une deuxième lecture. Si je me trompe pas, Batman Detective s'achevait sur les numéros 1006 et 1007 qui, eux, racontaient une autre histoire. Oui. Exactement, c'est des interludes, ouais. Donc il serait dommage de pas en parler, parce que ça fait partie du volume, et que pour le coup, ça apporte quelque chose qui est assez original. Donc c'est toujours par Tomasi, mais dessiné par Kyle Hotz. C'est une histoire qui est un petit peu bizarre, qui implique le spectre. J'ai pas accroché, moi, perso. Il y a des choses qui sont assez bizarres parce que, enfin, au début, par exemple, Batman essaye de fuir le spectre alors que ça n'a aucun sens, qu'il n'a aucune raison de le faire. Enfin, exactement, c'est ça. Je me suis dit la même chose. Je dis, mais de toute façon, pourquoi, tu vois? Et puis le spectre arrive, il lui dit, je veux te parler. Et Batman lui balance des flashballs, essaie de s'enfuir. Enfin, c'est vrai, ça ressemble pas du tout à Batman, c'est assez ridicule. Mais quelque part, j'ai quand même bien aimé parce qu'il y a vraiment une espèce de retour aux origines assez gothiques et détectives qui change, qu'on n'a plus dans les comics Batman depuis un certain temps, avec un spectre et quelques visions horrifiques qui sont plutôt impressionnantes dans certains dessins. Et même si l'histoire est pas forcément convaincante en soi, il y a quand même cette volonté sur juste 2 issues, de revenir à un peu d'enquête, revenir un peu d'horreur, juste pour ça. Mais c'est trop léger pour moi, parce que justement, l'enquête, pas le temps d'être vraiment développée, parce que comme tu le dis, c'est sur 2 issues, donc ça peut se comprendre. Pour 2 issues, elle est quand même vachement développée, hein. Vu le nombre de numéros qu'on avait eu sans aucune part d'enquête, là qu'il le fasse sur 2 issues, ça change plutôt agréablement. Ça aurait été bien sur du plus long terme, mais pour un petit truc qui était juste supposé servir c'est plutôt du bon filler avant de revenir au reste de la continuité. C'est ça. Avec quelques idées. C'est vrai, j'avais presque oublié, tu vois, cette partie, j'avais enchaîné, parce que c'est vrai que j'avais presque oublié cette partie, j'étais tellement concentré sur le Chevalier d'Arkham. Cela dit, ce qui est intéressant, et Tomasi reprend toujours cette ligne dans Detective Comics, c'est que Detective Comics utilise des personnages un peu oubliés de la continuité de Batman. Il pioche un peu dans certains persos, que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Le Spectre, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était dans Metal ou dans No Justice, un truc dans le genre, je sais plus. Enfin bon, des petits personnages comme ça de l'univers d'ici qui sont un peu mis de côté depuis quelques années. C'est pas mal. Ouais. Après Metal ou No Justice, c'est pas super vieux non plus, mais c'est vrai que c'est pas des persos qu'on voit souvent. Non, mais voilà, si quelqu'un ne lit que du Batman sans se concentrer sur les autres séries, ça fait longtemps. Exactement. On peut passer à la suite? Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, l'autre suite, c'est un gros morceau, puisque c'est Deceased. C'est un gros crossover
Ouais, on va dire non, c'est même pas un crossover puisqu'en fin de compte Non, c'est un Elseworld. c'est un Elseworld. Merci, je cherchais le mot. Un Elseworld signé Tom Taylor. Tom Taylor, qui était lui à l'origine de Injustice. Alors j'ai l'impression que moi j'étais hyper hypé perso par DC parce que j'aime bien ce que faisait Tom Taylor notamment sur Injustice. Et c'est ce qui m'a peut-être aussi procuré une grosse déception, c'est que je m'attendais à ce que ce soit au moins aussi bien que Injustice, voire peut-être mieux, parce que c'était moins long et que Injustice c'est quand même ultra long et que des fois ça pêche par sa lenteur. Mais là du coup, voilà, j'étais un peu déçu. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Siegfried. Ah, justement, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, pour le coup, on aurait bien aimé un entre-deux. C'est vrai que quand on voit que ça ne fait que 6 numéros, alors que Injustice pouvait être un peu traîné en longueur, à la fin Ouais. des 6 numéros de DC, on s'y met, c'est dommage, ça aurait pu être tellement plus développé. Et quelque part, on aurait bien aimé voir. En fait, c'est finalement un peu ce qu'il fait, puisque le numéro comprend, enfin, l'album comprend aussi A Good Day to Die, qui implique Ouais. d'autres personnages dans l'univers DC. Et donc, on comprend que Taylor veut continuer d'étendre son idée de cette corruption généralisée, un peu zombifiante dans Mhm. l'univers de DC, en impliquant d'autres personnages. En fait, exactement ce qu'il faisait avec Injustice, où tout à coup, on avait un numéro avec les dieux de l'Olympe, tout à coup, enfin, où dans chaque numéro, ou un numéro avec les personnages occultes, chaque numéro impliquait un nouvel univers de personnages dans l'intrigue globale. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais Justement, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire parce que Urban a communiqué sur ça. Il y a justement la suite de la série DC's qui a été développée par Tom Taylor, mm, qui revient sur ces événements-là, mais d'un point de vue des vilains. Donc, tu vois, c'était dans l'idée et puis il est allé jusqu'au bout de l'idée en proposant une histoire avec point de vue des vilains, un peu comme il avait fait avec Injustice, avec Grande Zéro, du point de vue ouais, tout d'Harley à fait. Quinn. Ouais. Voilà. Et Donc, je vais pas c'est un spoiler, peu la mais même idée. Unkillable, c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, il a commencé déjà Voilà, son c'est truc ça, écrit par les voilà, vilains, et le nom. J'avais perdu le nom. Ouais. c'est vraiment pas mal. Mais quelque part, ça souffre un peu du fait que son projet est pas assez clair. Là, on nous annonçait un DC dans 6 numéros et on s'attendait à avoir une histoire à peu près complète. Mhm. Et en fait, on se rend compte à la fin que c'est tellement peu étendu que ça a déjà été écrit pour produire d'autres suites, d'autres points de vue, etc. Et finalement, on ne sait pas trop où ça va finir, ce que ça voudra raconter. Donc le projet peut manquer un peu de clarté dans ses ambitions, Ouais, même alors qu'il il y a un peu de y a ça, des bonnes c'est-à-dire que choses. comme tu dis, tu sens qu'il peut avoir de la suite et en même temps ça va trop vite. Aussi parce que ça pourrait être beaucoup plus développé, prendre Tout le à temps fait. de mettre des intrigues un peu plus développées aussi et faire quelque chose de un peu plus cohérent parce que là j'ai l'impression alors je sais pas si tu veux beaucoup en parler Pelli, mais tu peux dire quelques mots parce que je sais que tu prépares ta review pour le site qui va justement sortir bientôt. Ouais. Mais tu peux quand même donner ton avis ici et puis mettre ton avis complet sur le site. Moi, j'ai l'impression qu'on prend Tom Taylor nous envoie un peu tout dans la tronche d'un coup là en 6 numéros pour dire voilà mon univers et puis ça fait boum 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 boum. Mais bon, c'est pas très Euh, développé quoi. alors, d'ici là, avec ce récit, se lance dans le récit horreur slash pré ou post-apocalyptique. Chose que DC n'a jamais vraiment essayé, surtout sur le côté horrifique. Il se lance avec de toute façon un espèce de rival entre guillemets qui est Walking Dead, de toute façon qui est vraiment pour moi personnellement, le comics leader sur le marché en termes de comics zombies. Il y avait Marvel il y a quelques temps qui ont essayé pareil de faire un Marvel zombie qui a pas forcément eu le succès escompté. Aussi, ça a Euh, très bien marché les premiers Ça a Marvel très bien Zombies. marché. Ah, Oui, j'avais pas c'est au point qu'ils ont forcément fait eu. c'est au point qu'ils ont fait plusieurs autres itérations après. Si, ça a vraiment Ah, très bien autant pour marché. moi. Je pense pas que ça avait. Je l'avais pas lu et pour moi ça avait pas forcément bien fonctionné. Euh, du coup, donc DC se lance dedans. Ils le font bien parce qu'ils prennent Tom Taylor qui a l'habitude des Elseworlds. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Elseworld, c'est un récit hors continuité. Ça veut dire que l'avantage des Elseworlds, c'est tout simplement que l'auteur et les dessinateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas enchaînés à la continuité et ça c'est super. Tom Taylor lui il avait fait Injustice et Earth 2 chez DC, ça qui se sont révélés être des bons comics. Du coup au niveau du scénario c'est certes rapide mais
plutôt pas mal pour du récit de zombies. J'ai bien aimé, même si je trouve que la manière dont se propage l'épidémie est beaucoup trop rapide. Mais bon, quand on connaît la manière dont se propage l'épidémie, comme j'allais le dire dans la review, c'est un peu une espèce de critique de la dépendance des hommes aux réseaux sociaux et à Internet. On a vraiment l'impression qu'on est dépendant de ça et que du coup, un jour, ça pourrait se retourner contre nous. Au niveau des dessins, par contre, pour moi, c'est vraiment pas inégal, c'est inégal. C'est vraiment, il y a certaines planches qui sont plutôt belles. Je repense aux planches quand il y a des combats sur Atlantis, qui sont sympas. Ou Linky Pit avec Doomsday qui est vraiment très impressionnant. Les toutes premières planches sont vraiment folles. Voilà, les premières, oui, les premières sont pas mal. Mais il y en a d'autres, par contre, on ne sait pas pourquoi, c'est totalement inégal. En fait, on se retrouve avec des planches, et je pense surtout à la planche quand, je sais pas si ça va être un spoil de le dire, mais quand l'un des personnages... Attention, alerte spoiler, c'est ça? Attention, alerte spoiler, quand Batman se fait infecter, je trouve spoil. Bon, heureusement, ça arrive dès le numéro 1. Voilà, ça arrive dès le début. Je trouve la planche très laide. Je trouve que le dessin est mal fait. Et c'est dommage. Alors, c'est pas Trevor Hershine sur ces planches-là. Il me semble pas. C'est... j'avais le nom du dessinateur. C'est Stefano Gaudio. Ouais. J'ai pas trop aimé son dessin. Ça m'a un peu... J'aime pas le dessin de Stefano. Non, j'aime pas le dessin de Stefano. Voilà. C'est mon avis personnel. Voilà. Après, sinon, le récit, pour moi, DC's réussit son objectif, qui est vraiment de faire un récit dans la lignée de tout ce qui est Walking Dead, Resident Evil, voilà, en mode, le monde est contaminé. C'est parti, ça part dans tous les sens. Vous allez tous mourir. Ouais, c'est un peu ça. Et puis Tom Taylor, il aime bien tuer. Ouais, Tom Taylor, il est quand même assez, parfois un peu trop, même, je trouve. Ouais. Après peut-être que on commence à avoir l'habitude de son style, mais autant j'étais surpris de certaines morts dans Injustice, autant là, à chaque fois tu les vois arriver, j'ai l'impression à 2000 et je sais pas, mais peut-être que c'est justement parce qu'on s'y attend, parce qu'on connaît maintenant le style de Taylor et que je sais pas. Voilà. En tout cas, j'en parlerai un peu plus en détail dans ma review qui est en cours de rédaction. Cours de rédaction et qui arrivera très très vite sur le site. En même temps, quasiment en même temps, parce que justement, tu as eu la chance de rencontrer justement Trevor Hershine, tu l'évoquais tout à l'heure, le dessinateur de la série, qui était à Angoulême sur le stand d'Urban Comics, et que tu as eu la chance de rencontrer, et je remercie d'ailleurs Urban et Angoulême. Tout à fait. Et même notre rédacteur en chef et l'artiste aussi de m'avoir reçu quelques minutes. Voilà, donc merci à eux, et on va pouvoir du coup publier cette interview très prochainement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à DC? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est plutôt déçus ce mois-ci, parce que Batman Détective, on est déçus, DC, on est déçus. C'est pas grave, ça va se rattraper bientôt. On va se rattraper le mois prochain, c'est ça? Oui. Parce que là, on va rapidement conclure sur deux autres. Attends, je voulais juste revenir vite fait sur DC. Je voulais parler de la petite, vraiment petite, elle a duré un ou deux jours, la petite polémique qu'il y a eu sur les spéculateurs sur Internet qui avaient vas-y. Qui avaient pris des covers spéciales Angoulême. Ouais, on peut expliquer que Urban avait proposé des couvertures spécialement conçues pour Angoulême, donc exclusives à Angoulême, au festival d'Angoulême. Ouais. Donc il y en avait 4, il me semble. Oui, il y avait Harley Quinn, Batman, le Joker et Catwoman. Voilà. Et donc en fait, ces couvertures spéciales qui étaient vendues que à Angoulême ont été achetées par certains qui les ont revendues au prix fort, on va dire, sur on passait de 25 à facile, on a vu du 200 euros, on a même vu du 200 euros, et c'était sous couvert de je me suis déplacé à Angoulême, donc voilà. Moi personnellement, je trouve le procédé très malsain, surtout pour des personnes qui se disent fans. Voilà, je trouve le procédé assez malsain et je suis assez d'accord. Alors, je suis assez d'accord. Donc, si je peux lancer un appel aux gens qui prennent des comics sur Internet comme ça, en leur disant faites attention à ce genre de personnes, de pas vous laisser avoir sous prétexte que le comics a été édité
à tel nombre d'exemplaires, ne vous faites pas avoir non plus. Exactement, j'ai envie de dire même n'achetez pas en fait. N'achetez pas et ne participez pas à ce genre de pratique totalement scandaleuse. Alors j'ai deux tout petits points sur DCeased, si je peux Vas-y, encore. bien Alors sûr. juste l'un des points, enfin on va forcément beaucoup comparer DCeased à Marvel Zombie, parce qu'évidemment DCeased c'est le Marvel Zombie de DC Comics, et pour moi il faut bien noter que la grande différence entre les deux, c'est que Marvel Zombie ça s'imposait vraiment comme un défouloir, où tout allait très vite, et le but c'était vraiment de zombifier tout le monde le plus vite possible, là où Tom Taylor essaie de tirer son épingle du jeu en racontant quand même une histoire. Donc il essaie quand même de mettre des émotions, de faire quelque chose qui est enfin, de mettre quelques scènes qui sont assez humaines et plutôt intéressantes, plutôt émouvantes dans un comics horrifique. Et finalement, c'est aussi pour ça que les 6 numéros paraissent trop courts. C'est parce qu'à force d'essayer d'alterner entre le gros défouloir et les moments humains, bah finalement, c'est pas assez humain et c'est pas assez défouloir et c'est une espèce d'entre-deux qui peut être un petit peu dommage. Et bon, quelque part, raison de plus pour se réjouir qu'il prolonge l'aventure avec d'autres points de vue pour voir ce que ça va donner. Ça Mais ressemble beaucoup à Walking Dead, je trouve. C'est vraiment j'ai eu vraiment cette impression en le lisant. Dans le côté Survivor. Ouais, mais tu dis ça parce que Harley Quinn elle a une batte comme Negan. par contre, ce qui peut faire un peu peur, c'est que A Good Day to Die n'est pas très très bon, dans le sens où l'idée c'est quand même de faire intervenir de nouveaux personnages, donc de montrer un nouveau point de vue sur l'infection, et qu'on a donc notamment, ce qui est très original, Mr. Miracle et Big Barda qui ont un rôle important, et qui sont pas très bien traités. Enfin, quand on oppose ça à Injustice par exemple, qui essaie de faire intervenir de nouveaux univers, à chaque fois en essayant d'apporter un twist vraiment intéressant, là on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à les gérer aussi bien que dans Ouais, j'ai l'impression qu'il que y a dans Injustice. une sorte d'essoufflement en fait sur ce type de série-là, tu vois, où il n'arrive pas à être aussi percutant qu'il l'a été sur Injustice. Alors je sais pas, ou alors c'est nous qui le voyons de notre œil peut-être, mais en tout cas c'est clairement un peu décevant quoi par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Moi je sais que je l'attendais quand même. J'attendais justement de le découvrir. Enfin, j'avais hâte de le voir et puis en fin de compte, je l'ai lu, j'ai fini, j'ai dit bon, ouais, déçu. Le problème Euh, à ce niveau-là étant aussi tout simplement que le postulat de départ forcément pose problème, dans le sens où les personnages donc sont infectés, deviennent plus ou moins des zombies. C'est vrai ouais, qu'il est pas toujours évident de gérer un personnage qui normalement est hyper puissant, et comment est-ce qu'un personnage pratiquement omnipotent finit par devenir un zombie? Comment est-ce qu'il se fait infecter? Et donc est-ce qu'on peut vraiment prendre une espèce de dieu, lui mettre 2000 zombies dessus, et se dire ben voilà, il y a trop de zombies, il n'arrive pas à tous les tuer, du coup il se fait zombifier. Enfin, il y a quelque chose qui forcément finit par ne plus être si satisfaisant. Là où dans Injustice, c'était beaucoup plus équilibré par le fait qu'il y avait quand même des camps différents, il y avait des personnages super puissants dans les deux camps, il y avait une volonté de maintenir une ambition politique et un enjeu moral qui était assez intéressant. Là, on a juste des armées de zombies débiles et on ne sait pas trop comment finalement ils arrivent à faire infecter autant de monde. Enfin, il y a même ça pose quelques bizarreries dramatiques qui font qu'il est aussi plus difficile d'adhérer, notamment dans Good Day to Die, qui vraiment va assez loin là-dedans, dans la déception que ça peut procurer. Mais voilà, juste pour dire, Unkillable, c'est vraiment pas mal. Donc c'est ouais, il y a quand ok, même des bonnes choses dans la suite qui s'annoncent. Donc je fais un peu confiance encore. ok, à suivre. De toute façon, je crois que ça arrive au printemps pour Uncanny Buzz, donc on verra ça avec la version vilain des Deceased. On va finir avec très rapidement deux petits mots parce que notre podcast va bientôt toucher à sa fin. Ça aura été notre podcast le plus rapide jamais enregistré à ce jour, c'est magnifique. Mais on a triché, on a coupé en deux, mais bon, c'est pas grave. Ça, on n'est pas obligé de le dire. Du coup, j'aimerais, Siegfried, que tu nous parles très rapidement, juste une minute, de Harley Quinn Rebirth qui vient d'avoir son 7e tome publié. Moi, je te le dis honnêtement, Harley Quinn en comics, j'ai un peu lâché il y a très longtemps. Et je sais que même Alexandra, qui était bien accrochée, commence à lâcher. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à cette série et ce 7e tome? Alors déjà, il faut savoir que dans ce 7e tome, on est dans une espèce de hors continuité récréatif. On est très Ok, proche de certaines aventures un peu à la Deadpool, Kill the Marvel Universe ou de Squirrel Girl par exemple, où le but c'est vraiment de faire du pur déjanté qu'il faut pas prendre au sérieux, qu'il faut pas prendre comme ayant le moindre lien avec la continuité, juste comme du délirant. Par exemple, dans la première aventure implique le professeur Pig et le Reaper. Dans la d'accord, deuxième, on a carrément Harley Quinn qui est recrutée par Granny Goodness sur Apocalypse pour devenir une harpie et donc lutter
aux côtés des paradémons de Gunny Goodness. Enfin, du coup, c'est quelque chose et qui, du coup, devient une espèce de néo-dieu, enfin, quelque chose d'assez de complètement déjanté. Donc, Justement, puis ensuite, c'est pas trop, c'est pas too much. bah, il faut accepter le postulat. Il faut vraiment se dire, ça n'a absolument rien de sacré. Il faut absolument pas le prendre au sérieux. Et dans ce sens-là, ça peut passer dans le troisième, elle affronte Lord Death pour se faire de l'argent et payer son loyer. Donc voilà, ça c'est les trois intrigues qui sont développées là-dedans. Personnellement, ça m'a pas trop touché. Aux premières planches, on se dit tiens, c'est plutôt frais, ça va dans tous les sens, c'est assez drôle. Il y a des moments de rupture, c'est plutôt drôle, c'est plutôt frais, mais c'est quand même vite un peu trop. Je sais D'accord. pas, il y a un moment, C'est ce que je pensais aussi, c'est que on en tombe vite dans le too much et. C'est juste pas assez inventif pour être vraiment intéressant. Il y a un moment, le côté régressif, ben, ça finit par paraître juste abrutissant, sans plus faire rire ou sourire, et c'est un peu dommage. Là où je trouve que certains épisodes de Squirrel Girl sont beaucoup plus réussis, ou de She-Hulk, ou de Deadpool. Là, ça tire un peu sur la corde pour juste faire du too much pour le too much. Et personnellement, c'est sur le long cours, ça me touche vraiment plus. C'est un peu dommage. Ok. Et pour terminer, ben je pense que je vais te laisser la parole aussi, Siegfried, parce que je sais que tu aimes bien cet auteur. Urban a publié en janvier une nouvelle édition, une réédition de son Batman année 1, Batman Year One de Frank Miller, dans l'édition Black Label cette fois. Alors pour être honnête avec nos auditeurs, on n'a pas forcément eu l'édition Black Label entre les mains, en tout cas pas moi. Je crois que vous non plus, les gars. Mais on va juste mettre un petit mot sur Batman année 1, remettre une petite couche parce qu'on en parle souvent, il est dans nos top 10 des meilleurs comics Batman à lire. Donc qu'est-ce que tu peux dire et conseiller à nos auditeurs, Siegfried, par rapport à ce Batman année 1? Enfin, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est juste que c'est un des indispensables sur Batman. Et ça je sais que tu aurais beaucoup de choses à dire si je te laissais le temps. Ouais, justement. Donc, dites-vous juste que s'il y a parmi les 4 ou 5 comics à lire absolument sur Batman, Batman année 1 est vraiment l'un des fondamentaux. Donc, cette nouvelle édition peut être un nouveau point d'entrée pour les nouveaux lecteurs qui ne posséderaient pas encore l'album. Effectivement, je l'ai pas eu dans les mains. J'ai essayé de regarder sur le site d'Urban ou sur d'autres blogs ce que cette édition Black Label peut avoir de plus qu'une édition traditionnelle, et personne ne semble mentionner la moindre nouveauté. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver sur aucune des sources que j'ai trouvées. Mais voilà, c'est toujours bien qu'il y ait des rééditions d'une histoire qui est vraiment un classique, qui aurait pu paraître un peu vieilli par le dessin de Mazzucchelli, qui est superbe, mais qui effectivement peut paraître un peu daté aujourd'hui, et donc je me réjouis quand même. C'est toujours moins daté que Dark Knight Returns. Oula. Oula, c'est un autre débat, Mais allez lire année 1 et allez lire Dark Knight Returns, qui sont ça pourra faire l'objet d'un débat, ouais. Ah, c'est ça. Dans nos Bad Talk, maintenant, c'est ça? Ah ben, pourquoi pas? Là, je suis prêt à défendre la modernité du dessin de Dark Knight Returns contre vents et marées. Ok, ça marche. J'ai soulevé un lièvre. Du coup, alors sur ce, j'ai envie de dire, on va conclure ce podcast version review, ce premier numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour encore des reviews, et on se donne rendez-vous très bientôt pour un débat qui, pour le coup, sera consacré au film Birds of Prey, qui est actuellement en salle, qui a pas forcément de très bonnes critiques, mais bon, c'est pas le sujet, on en reparlera dans le prochain podcast. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires par rapport aux reviews du jour. Ceux qui ont lu Batman année 1 et qui ont acheté la version Black Label, n'hésitez pas à nous dire justement les ajouts qu'il y aurait pu y avoir par rapport à l'édition précédente. Est-ce que vous y en avez pensé? On vous fait des bisous et portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Ciao.